Hippochou, Hippolyte Bakary. C'est un plaisir de t'avoir. Bah écoute, le plaisir partagé, ça faisait un moment, on ne s'est pas Ouais, ça vu. faisait un moment qu'on ne s'est pas vu. Tu es là aujourd'hui parce qu'on va parler un peu de ton métier, l'aspect que le public n'a pas l'habitude de voir de ton métier et un peu, je dirais, le vrai Hippolyte que les gens ne voient pas sur scène. On va parler de Hippolyte. Tu es choqué? Parce que c'est fou qu'on dise le vrai qu'on ne voit pas sur scène. L'Hippolyte qu'on ne voit pas sur scène, à part tes blagues, je pense que les gens voient que les blagues avec Hippolyte, mais tu n'es pas que des blagues. Tu es au-delà que des blagues, n'est-ce pas? Ouais, on peut dire ça au-delà de blagues aussi. C'est un être humain. Tu es un être C'est humain, pas une machine à il a des blagues. émotions. Bah si. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, je pense qu'il va falloir que tu te présentes un peu. Tu es un humoriste. Et je vais me limiter à directeur artistique de Buja Club, c'est ça? Buja Comedy Club, c'est Buja ça. Comedy Club. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai oublié? Ah, humoriste, ouais. Directeur artistique de Buja Comedy Club, de Bavi Comedy Club aussi au Congo. Quoi d'autre? Initiateur de Paradis du Rire. Un peu cofondateur de Buja Comedy Club, aussi co-initiateur de Jeudi Rire, Ok. qui est notre programme régulier sur Bujumbura. Chaque dernier jeudi, à Idzuwa. Quoi d'autre que je peux rajouter sur cette présentation? Parce qu'il y a beaucoup de casquettes. Hein. Tu as parlé de... Auteur aussi, je suis auteur. Ok. Auteur des textes d'humour, du stand-up et tout, parce que j'aide les gens à écrire leurs textes. Je suis co-auteur pour plusieurs humoristes. Scénariste, si je peux me donner cette casquette, parce que maintenant c'est En tout cas, rentré déjà. J'ai coécrit la série Taxi Gaga. Qu'est-ce que je peux rajouter déjà? Maître de cérémonie. Je suis aussi maître de cérémonie de temps en temps, pendant mes temps. À tes heures perdues. Ah, bon, mais je voulais, au début c'était à mes heures perdues, mais maintenant j'ai compris que ça c'est mon tout moi en fait. Je ne peux pas les détacher et tout. Surtout maître de cérémonie et humoriste, ça va tout le Ouais. temps ensemble et tout. Donc je peux un peu me limiter par là. Ok. Je pense Si tu que veux aussi pour le bonheur de tous, ingénieur de formation. ingénieur de formation, tu as fait... Le comment on génie a- civil. Génie civil. Exactement. Génie civil et humour, c'est vraiment le paradoxe, quoi. On est d'accord. On est tout. Mais, ok, je vais devoir te poser une première question. Qu'est-ce que tu as dû laisser pour devenir ce que tu es aujourd'hui? Tu as abandonné quoi pour devenir ce que tu es aujourd'hui? Comme si je suis déjà quelqu'un d'exceptionnel. On dirait qu'on pose à Dangote la question, qu'est-ce que tu as pu laisser pour devenir ce que tu es Mais je aujourd'hui? pense que, je sais pas, quand tu étais tout petit, tu voulais faire de l'humour. Quand j'étais tout petit, Hum. au départ, je n'avais pas une idée claire de ce que je voulais faire. Ouais. Donc, ça c'est très sincère. Hein. Je ne me suis jamais dit, moi, tout petit, hein, je vais être ça. Non. C'est quand j'arrive en deuxième année cycle d'orientation, aujourd'hui on appelle ça huitième, au Burundi aussi on appelle ça huitième. Quand j'arrive en huitième année, je pars à Goma pour le grandes vacances et tout. Je suis avec ma cousine, avec qui on est très très proches. Et là, je me dis, écoute, on va faire scientifique. Et après ça, on va faire l'aviation. Tu vois, les rêves, aviation et Ouais, tout, ouais. tout est carré. Sauf que je m'attends à moi, la mère à ma cousine, qui me dit, écoute, si vous voulez faire l'aviation, il me dit à moi je te prends en charge. Parce qu'à Goma, il y avait cinquantenaire et tout, aviation et tout. Il me dit, si tu veux faire aviation, moi je te prends en charge dès maintenant. Sauf que j'appelle mon père pour lui dire, écoute, je dois rester ici pour faire ça, ça. Mon père, il dit non. Je peux leur laisser une de mes filles, mais pas toi, toi tu rentres. Parce que je suis le garçon unique et tout, des trucs, tu connais. Ok, Il me dit, toi, tu dois rentrer et tout. C'est comme ça que je suis rentré, je fais scientifique. Et... Mais l'art, il s'est imposé à moi. Je faisais ça pour m'amuser au départ, pour m'amuser. Jusqu'à un jour, vers 2016, j'ai commencé à prendre un peu conscience. Oui. Et c'est plus tard, qu'en 2020, après mes études secondaires, que je me suis dit, allez, c'est ça que je vais faire. Tu as commencé à le pratiquer professionnellement. En Pardon. 2020. Mais en 2020 aussi, avec Corona et tout, on n'a vraiment pas pratiqué l'année. Là, il fallait être ingénieux pour trouver des idées, pour ne pas rester à ne rien faire en fait. Et c'est en 2021, je peux dire vraiment en 2021, que je me suis vraiment maintenant mis à fond. Je me suis dit, c'est là, j'ai enchaîné des scènes, j'ai appelé des gens, est-ce que je peux venir jouer dans ton événement? Je suis humoriste, je fais ça. Et c'est comme ça que c'est parti. En Donc, 2021, on peut dire vraiment. officiellement, ça fait 4 ans, bon, disons 5 ans que tu Disons es... 5 ans avec une année sabbatique des Corona. Ok, bravo, 5 années, c'est beaucoup. Hein? C'est tout. Beaucoup d'artistes disent que faire de l'humour, ça les a sauvés. Et d'autres disent que ça a aidé à révéler leurs propres failles. Et toi, tu te situes où entre les deux?
Est-ce que faire de l'humour, ça t'a sauvé ou bien ça a révélé tes propres failles? Mes propres failles. Hmm. Je sais pas, beaucoup de gens disent ça parce que beaucoup de gens racontent certaines choses de leur vie intime, des fois sur scène et tout. Mhm, Je le fais aussi, pas trop. Je le fais aussi d'ailleurs. mhm, Mais pour moi, l'humour, ça m'a aidé plus à être, à parler des choses dont j'avais vraiment envie de parler de la vie. mhm, Des choses que beaucoup de gens ne savent pas. Par exemple, nous sommes dans une génération, beaucoup de gens ne suivent pas les informations, mhm. pas de documentaires. Et moi, avec mon humour, des fois, je viens et j'ai décortique, je parle de certaines choses et ça aide beaucoup de gens aussi à se mettre à la page et tout. T'as parlé, c'est ça, on en a parlé avant de commencer, tu as parlé du fait que quand tu étais jeune, ton père voulait à chaque fois que tu écoutes la radio et que tu lui donnes des informations. Est-ce que ça, c'était juste un cheminement pour te conduire dans l'art? Maintenant que tu en parles, et j'avais pensé aussi une fois, je pense qu'il y a eu un cheminement logique dans ma vie Mhm, pour arriver là où je suis aujourd'hui. C'est que quand j'étais petit, déjà, mon père il voulait que je suive trop les informations. Comme tu l'as dit, on en parlait tout à l'heure. Euh, donc j'ai trop suivi des informations. Il me disait, quand je vais sortir, dès que je rentre, il faut que tu me dises ceci, c'est mhm, là. Et moi, dès qu'il arrivait, des fois, je ne lui disais même pas bonjour. Je lui disais, écoute, c'est France 24, on a dit ça, 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 ça et ça. BBC, parce que mhm, BBC avec BBC Swahili, mhm, eux, ils commençaient à 17h pour finir à 18h. Des fois à 18h30, parce qu'après, il y avait BBC Gauza, Gauza Migango qui devait commencer en Kirundi et en mhm, Kinyarwanda en mhm, même mhm, temps. mhm. Et j'ai suivi ça régulièrement. Je connaissais le programme carrément, la grille Ok, ok. de chaque radio, de Mhm, chaque télé et tout. mhm, Et c'était comme ça. Mais avant ça, pour répondre à la question de l'humour, comment je suis tombé dedans, mhm, j'étais tout petit aussi à 8 ans. Ah, non, 6 7 ans. Je faisais déjà rire les gens. C'était un truc comme ça, on me mettait mhm. au milieu, les gens m'entouraient. Je suis quelqu'un de très timide de le bas âge. Mais quand il s'agissait de faire rire, il n'y avait pas de timidité. Ok. Les gens m'entouraient, je faisais des blagues et tout, les Mhm. gens rigolaient. Et après, moi, je me remettais encore dans mon coin. Voilà. Je veux savoir quel est le moment qui t'a amené à basculer et à te dire que voilà, je vais faire de l'humour mon métier. 2019. On dirait, je suis en train de. On dirait un documentaire. 2019. Voilà. 2019. Je suis dans une troupe de théâtre, Balé Oumodia, au Congo. Il va falloir aussi que tu me dises pourquoi ça a basculé. Pourquoi ce moment? C'est ça, c'est ce que je suis en train de te dire. Je Mhm, suis dans une troupe de théâtre 2019. Il faut savoir que je suis aussi auteur. J'écris des mhm. pièces de théâtre et tout. Et cette année-là, j'écris une pièce pour le jeune public. Ok. Et c'est vraiment les enfants qui devraient jouer cette pièce, magnifique pièce. J'écris les pièces, les textes et tout. Je donne un homme que je respecte beaucoup, qui est pacifique. Et on était ensemble dans la même troupe. Mhm, Et je lui ai écrit la pièce, il voit la pièce, il dit magnifique pièce, il corrige deux, trois, il donne son regard extérieur. mhm. Et après, la pièce est jouée par les enfants. Et après, à un moment, je me retire un peu de la troupe. Ok. Je fais quelques jours sans répéter. Et le vieux, il m'appelle, il me dit, écoute, je veux qu'on se voie, pas chez moi. On est vers décembre 2019 19. là. Il m'appelle, on se met ensemble, on discute, il me dit, écoute, moi je travaille à la banque. Mais ce que toi tu as comme potentiel, si moi j'en avais, jamais je travaillerais à la banque. Jamais de la vie. Je ferais de mon art mon métier. Ou si on me donne ce que tu as aujourd'hui, je quitte la banque. Et on me dit ça comme ça, et après on discute autre chose, mais après moi ça me travaille. Mhm, Ça me travaille. Et au départ, je ne voulais pas faire l'université, parce que je ne voyais pas ce que je devais faire. Après moi, j'étais maintenant persuadé, quand il m'a dit ça, ça m'a travaillé, je me suis posé la question, je suis vraiment bon dans quoi? mhm. Et je me suis rendu compte que je suis bon dans l'artistique, vraiment. Et c'est ça, et je me suis dit, je vais faire l'art. Sauf que mon père, il ne voulait pas. Mhm. Et il m'a dit, il faut que tu fasses la médecine. Je lui ai dit non, je ne peux pas faire la médecine. Je n'ai pas 7 ans. À 7 ans, tu voulais faire médecine. Non, non, je n'ai pas 7 ans Ah, ok, tu n'as pas 7 ans à perdre. Non, pas à perdre. Bon, peut-être à perdre, mais je n'ai pas 7 ans à mettre dans les études. Mhm, J'ai des amis qui font la médecine, qui sont bien. Chacun ses choix. Si tu as envie de faire la médecine, ouais, ouais. fais la médecine. Moi, je n'ai pas envie de faire la médecine. J'ai dit à mon père, je ne peux pas faire la médecine, c'est pas, je ne veux pas, c'est Mhm, tout. mhm. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que mon père, il veut toujours que tu fasses des études, de trucs scientifiques et tout. Oui, oui, oui. Et quand il me dit, tu vas aller au Burundi.
comme tu ne veux pas faire la médecine. Je lui dis, mais attends, le Burundi, depuis tout petit, c'est la famille et tout, là, il y a tout le monde, je ne veux pas aller là-bas. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici. Moi, dans ma tête, je me disais, je dois faire l'art, point. Et quand j'arrive ici, je pensais, parce que mon idée, c'était, envoie-moi à Kinshasa. Dès que j'arrive à Kinshasa, je vais dire, je vais aller étudier ça. Et après, je vais aller à l'Académie des Beaux-Arts et tout va bien se passer. Ok. Tout ça, magnifique. Sauf que lui, il dit non, tu vas aller au Burundi. Et pour ça, j'arrive, je lui dis, écoute, au Burundi, on ne peut pas, pour y vivre, il faut un passeport, il faut les visas, tout ça. Il me dit, bon, demain, je t'envoie l'argent pour payer les passeports. J'ai dit, non, pourquoi tu fais ça? Et quand je suis arrivé ici, j'ai croisé Joyeux Bin Kabodjo en 2019, Joyeux Michael Sengazi, ils avaient fait leur spectacle Le Plat du jour. Quand je le rencontre, on discute avec Joyeux, qui me met en contact avec Sengazi. Il me dit, écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu viens vivre au Burundi, parle avec lui. Il me met aussi en contact avec Arthur Ban. C'est comme ça que je me suis dit, bon, c'est pas si mal aussi le Burundi. J'ai déjà quelques contacts, ça peut m'aider. Et c'est comme ça que ça a commencé. Bah, c'est comme ça que je suis venu ici, faire de l'ingénierie à l'université et en même temps faire l'humour à côté. Mais l'humour, ça a toujours été ça pour moi. C'était ça. J'ai pris cette décision parce que c'est ce que je voulais vraiment, vraiment, vraiment de ma vie. Et je ne regrette pas. Est-ce que tu as ressenti quand tu as pris la décision de faire de l'humour ton métier, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, j'ai abandonné? Parce que j'imagine qu'au départ, c'était pas facile. Pas au départ, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, tu es là, présent. tous les jours. Des fois, tu te poses des questions. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça? C'est vraiment une machine à blagues? Parce que ça arrive des moments où toi, tu fais des blagues, les gens rigolent. Mais les gens ne se posent pas cette question. Qu'est-ce qui fait rire les humoristes? Ouais, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui vous fait rire? Qui est-ce qui le fait rire, eux? Parce que des fois, nous, on a ça, on a le mécanisme de la blague. On peut être dans une conversation comme ça, quelqu'un commence à dire, les gars, il s'est passé une histoire. Dès que tu commences à parler, moi, je sais où est-ce que cette histoire va partir. Je connais la chute de cette histoire. Et je n'ai pas été là. C'est-à-dire que c'est difficile des fois de me faire vraiment, vraiment marrer. Sauf qu'il y a des fois où tu te marres et tu as ces gens-là qui te font marrer et tout. Mais des fois, c'est difficile. Et des fois, tu arrives, tu enchaînes des scènes, et à un moment donné, tu es fatigué, tu as besoin de repos et tout. Moi, Mais quel est pour toi le pont, l'encre pour toi pour ne pas abandonner? Pour ne pas abandonner, c'est la passion aussi. La passion aussi fait ce que tu n'abandonnes pas. Ouais. Je parlais avec un ami récemment et il m'a dit, je crois que c'est la meilleure définition du mot passion que j'ai reçue depuis les années. Ça ne remonte même pas à une semaine. Il m'a dit, tu sais pourquoi on appelle ça passion? Et puis, il fait parallèle avec passion du Christ. Okay. C'est parce que Jésus, il devrait souffrir pour ça. C'est ça la passion du Christ. Le Christ devrait souffrir. Et c'est ça, nous aussi. C'est cette passion. On souffre, mais on est là. On doit rester dedans. C'est une souffrance positive alors? Mais si, mais en fait, je pense que c'est ce qui nous maintient en vie. C'est de se réveiller chaque matin, tu sais pourquoi tu es en vie. De savoir que tu apportes quelque chose à l'humanité. Tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit, mais je suis vivant, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi ma motivation aujourd'hui? Ah, je dois faire rire les gens, je dois faire ça, je dois faire ça. Tu as une motivation, tu t'es dit, je dois remplir telle salle, je dois faire ça. Tu t'es content pour ça et tu es bien en fait. Tu as une motivation qui te retient en vie. Tu as une motivation qui te retient en vie, tu as une motivation qui te booste. C'est un peu comme un moteur pour continuer. C'est ça, c'est une flamme. Mais aussi, dans tes sketchs, tu as dit, là tu as encore parlé, c'était dans les coulisses, tu as parlé du fait que tu as toujours été dans l'optique de transmettre quelque chose. Est-ce que parfois, quand tu sais que tu dois transmettre quelque chose, même dans tes messages, tu dois faire des compromis pour t'adapter à ton public? Faire des compromis pour m'adapter à mon public. Oui, c'est important aussi ça, pour tous les humoristes, peu importe ce que tu as, parce qu'il y a des artistes aussi qui disent ah non, moi ce que j'ai fait, je ne peux pas jouer ça parce que le public ne veut pas comprendre. Mais adapte-toi, c'est simple. Moi, je jouais dans des publics, je ne vais pas dire, le public qui n'est pas un public du stand-up, vraiment. Et tu arrives à faire passer ton message et tout, très bien, et tout comme ça. Mais tu t'adaptes toujours à ton public, tu dois t'adapter. C'est pour ça que tu arrives toujours avant, soit tu demandes c'est comment, c'est quel genre de public, est-ce que c'est les vieux, est-ce que c'est les jeunes? Parce qu'il y a des spectacles, par exemple, que l'on commande, il y a des spectacles carrément que l'on commande pour des ONG, par exemple. On dit on veut un spectacle qui va interdire, qui va parler de la peine de mort, qui doit parler des luttes contre ça. Et toi, tu demandes quels sont vos invités. C'est sur base de ça que tu fais un truc. Souvent, on dit que les artistes se sentent un peu seuls. C'est vrai que tu es là à donner,
mais tu es sur un sommet, sur un pédestal où tu te sens un peu seul. Est-ce que ça t'arrive ou tu te sens quand même en symbiose avec le public? Tu te sens seul ou tu es tout le temps en symbiose avec le public? Et Non. quand ça t'arrive d'être seul, de te sentir seul, comment tu fais? Bon, tu te sens plus seul dans le stand-up quand tu bides. Tu sais Ah, ce que signifie ok. bider, tu comprends? Je Bider, sais, pour ceux qui je ne sais. comprennent pas, c'est-à-dire que quand tu tapes poteau, quand tu joues, il n'y a personne qui rigole. Là, tu te sens seul. Parce que le public, il se désolidarise de toi. Il fait comme si, non, mais il ne te connaît pas. Mais quand tu es là et que tout va bien, mais tu es avec le public, tu ne te sens pas seul en fait. Ok. C'est vrai que c'est du stand-up, c'est du one-man show où tu es seul sur scène et tout. Mais le one-man show, ce qui est très différent, le stand-up, très différent du théâtre, c'est que toi, tu brises les quatrièmes murs. Ouais. Tu parles directement au public. Moi, ce qui est bien avec moi, j'essaie toujours de travailler mon côté d'improvisation et tout. Ce qui fait que tout le temps, je suis en symbiose avec mon public, on discute, on chill un peu, on me dit ça va, vous allez bien. Et quand je fais un sketch, deux fois, ils peuvent intervenir. Et je interviens sur ce qu'eux ils ont dit. Après, je continue avec mon texte. Je ne suis pas vraiment détaché du public. Je suis avec mon public. Ça t'est déjà arrivé d'avoir... Bah si, ça. C'est un passage obligé pour tous les humoristes, on dirait. Bon ouais, il y a beaucoup, tout le monde. Hein. Quand je te dis quand même Dave Chappelle a déjà bidé, tu vas pas croire. Mais les bides, quand ça arrive, c'est par rapport à un sujet qui a été très cru ou bien c'est par rapport à un truc... Est-ce que c'est par rapport à la préparation, c'est par rapport au sujet, c'est par rapport à quoi pour qu'il y ait ces bides? Des fois, c'est quand tu es trop en confiance que tu bides. Ah, ok. Oh là là, c'est quand tu es trop en confiance que tu arrives à bider. Parce qu'il y a des fois, tu te dis, je maîtrise les games. Et quand tu arrives comme ça te fait. Parce que des fois, tu te dis, tu maîtrises les games, et des fois, tu ne prépares pas vraiment. C'est en confiance, hein. Vraiment l'excès de confiance qui fait à ce que moi, je prends ça comme ça. C'est l'excès de confiance qui fait à ce que beaucoup d'artistes arrivent à bider, beaucoup d'humoristes qui ont vraiment à bider. Et c'est à cette période où tout marche pour toi, tu te dis, allez, ça y est, je prends ça pour moi. Je maîtrise, tu fais une blague, tu dis personne, ça je le montre à personne, cette blague elle est mortelle, ce sketch il est mortel, tu arrives comme ça, tes blagues ils te reviennent. Tu dis Seigneur, là on t'a dit tu vas faire 5 minutes, tu es à 2 minutes, tu vois comme si tu as déjà fait 15 minutes. Ok. Personne ne rigole, on te regarde, mais c'est qui ces conférenciers? Il dit rien. En plus, conférencier. Oui, En plus. mais c'est qui ces conférenciers ou bien c'est qui ces motivateurs sans motivation? C'est-à-dire que tu transpires en toi. Ouais. C'est plus l'excès de confiance. Hein. Tu peux le demander à beaucoup d'humoristes. Moi, j'en ai parlé avec Sengazi au tout début de ma carrière parce que Sengazi m'a donné mes premiers ateliers. Il te raconte comment il a bidé sur Kinshasa. Quand il arrive le premier jour, carton plein. Le deuxième jour, on lui dit viens répéter. Il dit Non, t'inquiète. je maîtrise les publics, ça va. Il vient sur scène, bah, bide. Ok. La première fois que je bide, c'était pareil. Tout le monde dans la troupe, il disait, lui, il va cartonner sur scène. Si j'ai répété, lui, il va cartonner sur scène. Et 2 jours avant, je dis, fuck les répètes. Je m'ai pris un bide. Ok. Mais de malade, je me suis dit, ok. Donc, c'est important pour un humoriste de faire Si, les temps ça- de répète. C'est important, même après 15 années de... Même après 20 ans, même après 30 ans. Go, il a Ok. plus de 30 ans de carrière. Mais il fait... Mais quand il te voit, il te dit, il faut répéter. Ok. Michael Sengazi, il est à plus de 10 ans, 12 ans, tout ça, 13, 14 ans. Mais il te fait toujours des répètes, toujours. Kigingi qui a plus de 10 ans, Kigingi qui n'est plus à présenter, Kigingi tout le monde connaît, il te fait des 10 000 places et tout. Mais quand tu es avec lui, les gars, il redevient humble, tout ça, il les pieds sur terre. Et des fois, vous pensez que cette blague va marcher, vous pensez comme ça, vous pensez comme ça. Et c'est les exemples pour moi de gens qui sont très loin dans la carrière, qui ont une notoriété de malade, mais qui restent droit dans le bot. Mais comment ça se passe alors, les coulisses d'une préparation? C'est trouver des blagues. Déjà, tu commences par... Pas trouver des blagues, tu commences par trouver les idées. Moi, c'est ça mon processus d'écriture à moi. Tu commences par trouver les idées. Dès que tu as les idées, tu essaies de les écrire et après, tu essaies de les orienter. Tu dis ça va être comme ça, tu les arranges un peu. Après, maintenant, tu essaies de transformer ces idées-là en sketch. Ok. Tu trouves des blagues à travers ces idées et tu as ces idées que tu transformes en blagues et après, tu as un sketch qui ne vient pas tout de suite. Hein. Je ne te mens pas, il y a des sketchs que tu écris de plus d'une année. Pour avoir un sketch de 5 minutes, il y a des sketchs que tu peux écrire comme ça. On peut sortir d'ici, je pars dehors, j'ai un sketch. Mais je pense que c'est ça que le public ne comprend pas. Parce que c'est vrai, la plupart du temps, on ne voit que 5 minutes. Et on pense qu'en l'espace de peut-être 5 minutes, vous avez eu la blague et tout.
Alors que peut-être que vous avez passé une année, 2 ans, plus Mais de... si, c'est ça. Moi, je te fais un exemple. Pour le Bouddha Comedy Club, par exemple, on a 12 séances de répétition. 12 séances. Pour que les derniers jeudis, on vient avec un sketch que l'on appelle quasiment, c'est presque un rodage dans le Bouddha Comedy Club, le jeudi là. On vient avec un sketch de 5 minutes. On a passé 12 séances de répétition. Et là, je te passe, c'est des 12 séances collectives. Hein. Ok. Chacun à la maison, il passe ses temps. Tu as des gens qui te font 4 heures d'écriture. Moi, je te fais 4 heures d'écriture. Tu as d'autres personnes qui te font 4 heures, 2 heures. Tu as d'autres qui te font 1 heure et tout ça. Il faut maintenant savoir 4 heures d'écriture par jour. Pendant 10 jours, tu as 40 heures d'écriture. Et pendant les 40 heures d'écriture, tu ne peux avoir peut-être que 3 minutes. Tu viens de faire 40 heures d'écriture, tu peux faire 120 heures d'écriture. Tu as, genre, je t'ai dit, 6 minutes, 7 minutes, ou 4 minutes qui sont bonnes. Et tu peux avoir écrit genre 7 pages, 8, 9, 10 pages, et tu restes avec une demi-page qui est bonne. C'est ça que tu gardes. Ok. Et après, tu vas encore chercher, tu cherches, jusqu'à avoir un sketch qui est construit. Et ça, c'est beaucoup de jours de travail quand même. Mais si, c'est Beaucoup. un métier. C'est pour ça qu'on dit que c'est un métier très jaloux, ces mondes artistiques. C'est un métier très jaloux parce qu'il ne veut pas que tu le mélanges. Plus tu le mélanges, plus tu perds une certaine chose. Récemment, j'ai eu une artiste qui a dit que les métiers d'artiste, elle, c'était une chanteuse, elle a dit que les métiers d'artiste, c'est comme un mari jaloux qui en demande beaucoup. Est-ce que c'est pareil pour tous les artistes? Mais sûr, c'est Ça pareil. en demande beaucoup. Beaucoup, ça demande beaucoup. Parce que si tu ne le fais pas bien, tu ne vas pas te sentir bien toi aussi. Dans le métier d'humoriste, ce qui est très différent, par exemple, dans le théâtre ou la danse contemporaine, où c'est un métier très collectif, la danse contemporaine, Ouais. ils ont des collectifs et tout. Dans le métier d'humoriste, il y a l'ego qui travaille beaucoup dans ce métier-là du stand-up. Il y a ton ego qui est travaillé plus. Parce que quand tu quittes la scène, c'est vrai qu'on travaille ensemble et tout, mais quand tu montes sur scène, tu es seul face au public. Ouais, ouais. Quand c'est pas bien, tu le sens. Après, le public, il vient toujours voir les artistes après. Ah, j'ai beaucoup aimé, ah, j'ai beaucoup aimé. Et toi, il te regarde, il te fait, ah, courage. Après, il passe, ah, toi, tu étais magnifique, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et là, Tu ressens que ça. mais c'est ton pas ego, facile. Il est down. il est down, ça te remet le pied sur terre un peu. Ça te dit que tu dois travailler. Et tu dois travailler du jour au jour, tu dois travailler. C'est comme un... L'artistique, moi, je l'appelle, être artiste, c'est être militaire. Ok. Il faut être discipliné. Pas motivé, attention. C'est quoi la différence entre être motivé Écoute, la motivation, je peux me réveiller aujourd'hui, j'ai la motivation de commencer à faire le sport. Ça arrive, hein. Je suis motivé, je vais commencer. Demain, je commence. Je commence demain, je commence. Après, quand je commence, je peux faire 100 pompes aujourd'hui parce que je suis motivé. 100 pompes demain, 100 pompes le surlendemain. 10 jours après, je suis plus motivé. Mais si c'est la discipline, je viens aujourd'hui, je fais 2 pompes. Demain, je fais 2 pompes. Le lendemain, je fais 2 pompes. Et sur le lendemain, je fais. Plus je suis motivé, plus j'ai la discipline. Avec les 2 pompes par jour, je vais monter à 3, je vais monter à 4, je vais monter à 5, je vais monter à 6, à 10. Et un jour, je vais devenir balèze. Ok. Mais les deux, ça va quand même ensemble. Quand on allie les deux ensemble. Bah si, il faut avoir une motivation, une dose de motivation avec beaucoup de doses de discipline. C'est pour ça qu'on nous dit il faut travailler la discipline de soi. Ok. Hippolyte, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent sous le nom de Hippochou. Hippochou. Je pense que ça va faire un moment qu'on t'appelle Hippochou. Ah ouais, il faut. Mais le public te connaît en tant qu'humoriste. On est d'accord. Mais je pense qu'il y a un aspect, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense qu'il y a un aspect que tu dois forcément garder pour toi. L'aspect que je garde pour moi. Oui. Est-ce que tu dévoiles tout sur la scène ou bien il y a une partie de toi que le public ne connaît pas? Ah, il y a une grande partie de moi que le public connaît. Bon, une grande partie, je ne sais pas, mais il y a une partie que le public ne connaît pas de moi, par exemple, de comment je vis, où je vis, tout ça. Au-delà de ça, je pense qu'il y a quand même dans ta façon de mes conquêtes présenter. amoureuses. Ça, c'est ta vie privée, hein? Carrément, ça, c'est ta vie privée. Moi, je parle par exemple de tes sketchs. Dans tout ce que tu véhicules comme message, je pense qu'il y a des brides de toi que tu transmets involontairement sans toutefois que tu veuilles qu'on entre en détail. Alors, ça, j'aimerais le dire. Moi, dans la vraie vie, et pour ceux qui me connaissent, pas la vie pas sur scène et tout, ceux qui me connaissent, ils te diront que on le voit rarement fâché, ces jeunes hommes-là.
Je suis quelqu'un de toujours souriant, accueillant aussi, je peux le dire, je peux tenter, je peux aller jusque-là. Accueillant, généreux, Ok. si avec les gens. Mais il y a des choses, par exemple, qui me fâchent dans la vie, qui m'impactent, qui me touchent. Et tu en parles dans tes sketchs? C'est ça que je parle souvent dans mes sketchs. Surtout, comme je te l'ai dit, surtout quand je suis les informations de foi. Je, c'est des fois difficile, presque rare, j'en discute avec certaines personnes qui sont très proches, de me voir en train de parler de non, ils ont fait ça, la politique comme ça, ils ont tué tel. Où je suis là, à part avec mon père, on discutait souvent sur ça et on discute encore aujourd'hui. Ils ont fait ça, il a fait ceci, il a fait cela. Mais tout ce qui se passe là, quand ça m'a fâché, quand ça a fait un truc, ça m'a impacté, ça m'a touché, j'ai créé un truc. L'élection du pape, tout ça, si Ouais, j'ai ouais. besoin, j'apprends sur les conclaves, je dis, mais ça c'est fou. J'écris sur ça et quand je viens sur scène, c'est ça que je dévoile. Pour toi, l'humour, tu considères que c'est un peu les reflets de ce que tu voudrais voir dans le monde, ou bien c'est un peu le monde qui te précède? Je ne me dirais pas comme pour Dieudonné, je ne sais pas si tu connais Dieudonné, c'est un magnifique humoriste, pour ceux qui le connaissent, si c'est publié sur les plateformes, pour mettre un commentaire Dieudonné. Il faudrait le suivre, c'est un magnifique humoriste. Aujourd'hui, on dit qu'il est en avance par rapport à son temps, parce que tout ce qu'il disait dans ses spectacles et tout, c'est en train d'arriver aujourd'hui. Oui. Mais moi, je me dirais pas ça. J'ai des blagues aussi comme ça que par contre, j'ai jamais joué ça. Je voulais le jouer à une époque, mais je me suis dit, ne le joue pas, tu vas le jouer un jour. Sauf que c'est en train d'arriver maintenant. Si je joue ces blagues maintenant, ils vont dire, ah, il s'est inspiré par rapport à l'actualité et tout. Mais je pense que pour moi, pour répondre à la question, c'est aussi le monde que je voulais voir aussi, que je m'aimerais voir aussi, et aussi peut-être que le monde qui viendra. Plus le monde que je m'aimerais voir, Ouais. moi personnellement. Mais qui suis-je, encore une fois de plus, pour imposer aux gens de vivre comme moi je le veux? Est-ce que tu arrives à faire la paix avec des idées que tu sens que le public n'accepte pas? Que le public n'accepte pas? Ouais. Ah, ça, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème sérieux parce que on vit dans une société où il y a beaucoup de tabous, beaucoup de non-dits, que ce soit par rapport à nos origines, qui Ouais. est devenu très tabou. J'en parle d'ailleurs dans un de mes sketchs qui n'est pas encore disponible. Je dis qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où, quand quelqu'un te demande qui es-tu, c'est une question, on dirait, permettez-moi les termes, on dirait un nude que tu envoies à quelqu'un. Tu ne sais pas ce qu'il va en faire. Est-ce qu'il va publier sur la toile? Est-ce qu'il va dire j'adore ton corps, tout simplement? Et il va se limiter sur ça, j'aime bien ton corps et tout, je m'aimerais plus explorer et tout. C'est ça un peu aujourd'hui, cette question de qui es-tu? Pour savoir tes origines, tu es de quelle tribu, de quelle nationalité. C'est très difficile aujourd'hui. Demande à beaucoup de gens ici, tu es de quelle tribu, tu es de quelle ethnie. La personne cacotte, on ne sait pas. On dirait une poule, il n'arrive pas à donner bien. Et on se dit toujours tous, je suis humain. Et pourquoi cette métaphore? Oui, parce qu'on vit dans un monde très divisé maintenant. On vit dans un monde très divisé où si je te donne mon tribu, si je te donne ma nationalité, si je te donne mon ethnie, je ne sais pas qui tu es en vrai. Tu peux me juger. Le jugement il commence directement. Tu peux me juger. Et encore en bien, ça serait du bien. Parce que moi, je donne un exemple, surtout dans la sous-région de Grand Lac. Ça, c'est ici très courant. Moi, je donne un exemple très clair. Et ce que je dis, moi, j'aimerais qu'on vive dans un... Tu sais, pour ceux qui suivent les informations, ils savent, à une période, la Côte d'Ivoire a subi des guerres ethniques et tout. C'était pas bien, ça a déchiré le pays. Un jour, ils sont arrivés à faire la paix avec eux-mêmes. Et aujourd'hui, quand tu suis même les humoristes ivoiriens sur scène, ils se taquinent entre eux. En Côte d'Ivoire, au Cameroun aussi, c'est pareil. T'es de quelle ethnie? Ah, je suis par exemple BT. Il dit, ah, vous avez des grosses têtes, vous faites ça. Après, ils se taquinent entre eux. C'est que on se taquine et il y a la paix, ça passe bien. Ouais. Mais on vit dans la sous-région de Grand Lac où je ne peux pas dire à l'autre mon ethnie. Parce que si j'ai dit à l'autre mon ethnie, peut-être il va m'écarter. Ouais. Il va m'écarter de son cercle. Il va dire, ah, il est de l'autre ethnie, on ne peut pas, tout ça. Et pourtant, je rappelle, les gens ils vont dire peut-être c'est par rapport à notre histoire et tout, ce qui s'est passé, des guerres. En Côte d'Ivoire, il y a eu des guerres. C'était déchiré. Ouais. Mais les gens, on arrive à faire la paix. On sait que l'histoire reste l'histoire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les erreurs du passé? Et on avance. Mais par rapport à tous ces sujets, à tous ces thèmes, quand tu les abordes sur scène,
Et je sais qu'il y a des sujets qui ne sont pas passés directement. Il y en a qui sont carrément restés en travers la gorge. Est-ce que toi, personnellement, il y a ces sujets, malgré que ça ne soit pas passé, tu as fait la paix avec? Tu as accepté le fait que ça ne soit pas passé et aujourd'hui, tu n'hésites pas d'insister là-dessus. Par contre, je suis quelqu'un qui insiste beaucoup quand une blague ne passe pas sur scène. Ok. Je repars à la maison, je retravaille. Mhm. Mais qu'est-ce qui a fait que cette blague-là ne marche pas? Ok. Je pars à la maison, je retravaille, je remonte sur scène. J'ai une blague, j'ai un sketch, on a un spectacle commun qui parle de l'Afrique. Et le spectacle il commence où j'ai dit Burundi, pays les plus pauvres du monde. Il y a cette pause-là. Au départ, les gens ne comprenaient pas la blague et les gens ils prenaient mal. Mais maintenant, quand je l'avais testé, je l'avais déjà testé 2 fois et après c'est fini parce que je ne peux plus trop le jouer en attendant le spectacle en entier. Et je l'ai dit comme ça. Au départ, les gens ne comprenaient pas parce que je le vendais mal. Des fois, c'est notre manière de dire qui fait à ce que les gens n'arrivent pas à mieux comprendre ce qu'on a envie de transmettre comme message. Parce que les dire, c'est bien. Mais comment tu les dis, c'est ce qui est mieux. Et c'est comme ça maintenant. Moi, je pars toujours à la maison, je retravaille les trucs, je retravaille les trucs, je retravaille les trucs. Et pour finir avec ça, je disais Burundi, pays le plus pauvre du monde. Oui. Et actuellement, c'est ce que j'ai dit. Et puis, je prends une pause. Après, j'ai dit c'est les titres d'un documentaire sur YouTube. Parce que c'est vrai, si tu pars sur YouTube, il y a un Turc qui a fait un documentaire sur le Burundi que je n'aime pas. C'est un documentaire bizarre qui dénigre le Burundi, de la tête aux pieds et tout ça. Et j'ai pris ces documentaires-là, je fais un sketch sur ce documentaire-là, et j'essaie de déconstruire l'idée de l'Africain. Dans les spectacles en entier, on essaie de déconstruire l'Africain pour que l'Africain connaisse plus l'Afrique et tout ça. Mais je pense que, comme je l'ai dit, les dire c'est bien, mais la manière de les dire c'est ce qui est bien. Donc je fais toujours la paix 2 fois. Mais après, quand il y a des sujets non dits, comme quand on parle de tabou, les sexes et tout, tout ça, des fois tu te dis, bon, ça là. Après, je me dis, est-ce que ça vaut la peine? Moi, c'est ce que je me dis. Donc, j'ai besoin de parler de ça. Le public, il ne veut pas qu'on en parle parce que le public ne trouve pas ça bien. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en parler? Si ça ne vaut pas la peine, tu laisses. Si ça vaut la peine, tu trouves une manière subtile de le faire. Et que ça ne choque personne. Après, on sait très bien que les artistes, ce sont des éternels incompris. Apparemment, ce sont des éternels incompris. Mais je pense qu'il y a certains qui ont fait la paix par rapport à ça. Ils essaient même plus de se faire comprendre. Est-ce que pour toi, tu te trouves incompris? Ce que je me trouve incompris. Je me suis toujours trouvé aussi comme ça, d'ailleurs, de mon enfance, par rapport à plusieurs choix que j'ai toujours faits. On en parlait encore avant l'émission des débats que j'ai toujours eu avec mon père, parce que c'est quelqu'un, on a toujours eu une relation très diplomatique. Et des fois, on n'a pas toujours été d'accord dans ma manière de penser, jusqu'à présent d'ailleurs, dans ma manière de penser, dans ma manière de faire certaines choses et tout. Et en tant qu'artiste, encore plus, parce que des fois, en tant qu'artiste, toi, tu dis, c'est comme ci, comme c'est là et tout. Les gens, ils ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Mais on arrive encore à un niveau de la vie. Moi, je suis arrivé à faire la paix avec cette incompréhension quand je me suis dit, je me suis donné une phrase de moi-même qui dit ce que je fais là, dès que c'est bien et que ce n'est pas un péché, alors je m'en fous de ce que les autres vont penser. Ok. Et puis c'est tout. Et je suis arrivé à faire la paix avec moi-même. Ce que je m'apprête à faire là, est-ce que c'est un péché? Non. Est-ce que c'est bien pour moi? Oui. Alors on y va. Qu'est-ce que j'ai à faire de ce que Déborah pense de ça? Oh là là, tu t'inquiètes même pas de ce que je pense. Non, non, écoute. C'est ça, je me dis, qu'est-ce que j'ai à faire de ce que toi tu penses? Au moment où moi ça me fait du bien et que ce n'est pas un péché, bah, j'y vais à fond. C'est tout. Et c'est quoi ta plus grande peur en tant qu'artiste ou en tant qu'humain? Je ne sais pas si les deux se rencontrent quelque part. Bah si, écoute. Ma plus grande peur en tant que... Ça, c'est une vraie question d'ailleurs. Je pense, en tant qu'humain ou en tant qu'artiste, je ne sais pas si les deux se rencontrent. Ça peut aller ensemble, ça peut aller ensemble. En tant qu'humain, c'est... Tu sais, ça fait un moment, ça je l'ai dit, ça me fait de la peine parce que je suis encore un artiste qui essaie de grandir et de faire agrandir sa communauté et tout ça. Parce que plus j'avance, je me dis, il faudra que j'ai la communauté
que je mérite par rapport à mon temps là. Ça encore, les gens ils disent que c'est de l'ego. Pas du tout, parce que j'estime que je suis talentueux. Je l'estime, bien sûr. Il faut que j'ai une communauté à la hauteur de mon talent. J'essaie de travailler là-dessus, avec Kakel et tout. Mais j'ai comme l'impression que je perds de plus en plus les gens dans ma communauté. Les gens autour de moi, des amis les gens avec lesquels je grandis, on s'écrit moins parce que eux ils pensent que je pense plus trop à eux et tout parce que je suis tout le temps dans mes textes et tout. C'est ça ma plus grosse peur, ma plus grosse peur c'est ça, arriver à perdre tous ces gens-là qui sont Ok. toujours là, avec lesquels on a grandi et tout. Des fois, mes propres parents aussi, des fois, on fait des jours sans s'écrire, sans se parler. Tu as ma mère qui me rappelle toujours, salut, comment tu vas? Ça fait un moment que tu ne nous as pas écrit et tout. J'ai plus peur d'arriver, et ça, c'est un de mes plus grands défauts aussi, je crois, c'est s'attacher. J'arrive pas à m'attacher aux gens. Est-ce que tu as l'impression que, je sais que tu es encore au début de ta carrière, mais quand même, je pense que les gens, après te connaître, il y a un certain succès. Est-ce que tu penses que les succès t'ont changé ou bien c'est toi qui as changé pour aller vers ces succès? Je suis toujours en train peut-être de courir. Je ne sais pas si je cours derrière ce succès, mais je pense que les succès, c'est un processus. J'essaie de suivre un processus pour y arriver. Et je suis quand même à un niveau de ma carrière où je sais que je peux réunir 100, 150, 200 personnes dans une salle. C'est déjà bien. À un moment donné, je ne pouvais même pas réunir 20 personnes. Et c'est toujours un processus à suivre et tout ça par rapport Oui. à... Comme on dit, c'est conséquence de ce qui arrive, tu vois. Quand tu fais ton métier et tout, le succès va venir. Mais si ça m'a changé, je ne sais pas. Je suis trop dans... Ça doit être bien fait. C'est ça un peu. La perfection. Oui, la perfection. C'est mon art, il doit être bien fait, il doit être bien fait. Et ça m'éloigne plus de gens, tu vois. Euh, des amis. Tu trouves que les gens qui m'entourent vraiment, c'est deux humoristes. Euh, j'ai une amie d'ailleurs qui essaie de me comprendre, même quand j'essaie de partir des fois en vrille, parce que des fois c'est trop, tu es trop dans ça, il faut que ça marche, il faut que ça marche, il faut que ça marche. Et des fois tu dérailles un peu. Mais elle me comprend, elle me dit écoute, parce qu'elle sait que ce qui me remet un peu les idées en place, c'est la plage, soit on fait la montagne et tout. Elle me dit viens, on part à la plage, viens, on fait ça et tout. Mais ma plus grande peur, c'est ça, comme je l'ai dit, c'est arriver à perdre tous ces gens qui sont là. J'arrive pas à rester avec une personne plus longtemps, pendant très longtemps, Tu pendant as un long peur de moment. l'attachement Si, j'ai plus peur de l'attachement parce que ou bien tu as peur de l'abandon? j'arrive pas à m'attacher. J'ai peur peut-être de l'abandon parce que j'arrive trop. On dirait que ce que je fais m'éloigne plus de gens, tu vois. Aujourd'hui, il y a des endroits où je sais que si j'arrive, il y a des gens, ah Hippolyte, ça va, comment tu vas, et tout, et tout, et tout. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui disent, ah toi, quand tu es là, tu vis ta star, tu fais ta vie comme ci, comme c'est là. Ils ne peuvent pas comprendre, par exemple, que quand j'ai un spectacle à préparer, on ne doit pas se voir. Je leur dis, les gars, on ne peut pas se voir, j'ai un spectacle à préparer et tout. Tu vois un peu, ils n'arrivent pas à comprendre ça et des fois, ça te met à terre. Des fois, tu passes des nuits, tu te dis, mais pourquoi on fait tout ça en fait si on ne peut même pas essayer avec les gens que tu es, vivre. Oui, tu ne partages pas. Tu vois, juste un peu. Et quelle est la chose la plus vulnérable que tu aies laissé entrevoir dans ton art? Par la plus belle chose, qu'est-ce que tu veux? Les côtés les plus vulnérables que tu aies laissé entrevoir chez toi? Que ce soit dans l'art ou dans ton quotidien. Mais je parle là, on parle de l'art. On parle de ton côté de l'humoriste. Pas de Hippolyte Bakali. On parle de Hippochou. C'est-à-dire le côté que les gens... Vulnérable. Je sais pas vraiment, je sais pas. À moins que tu ne le sois pas. C'est possible aussi que tu ne sois pas vulnérable. C'est ça, je ne me plains pas vraiment aussi. C'est aussi des trucs. Je ne suis pas quelqu'un, là je viens de le dire, mais je ne suis pas quelqu'un qui se plaint vraiment très souvent. Je sais pas. Hein. Je sais pas, je ne suis pas quelqu'un de plainte vraiment. Pas forcément que tu t'es plaint par rapport à un truc, mais je pense... est-ce que tu as déjà connu une perte dans ta vie qui t'a le plus touché et qui t'en a parlé dans tes spectacles? J'ai perdu une amie récemment. C'est ça, c'est la chose qui m'a le plus touché récemment. J'ai perdu une amie qui m'a beaucoup soutenu dans ce métier. Je me rappelle à l'Institut français en 2020.
lorsqu'il y a eu le casting et tout. Euh, c'est avec elle, c'est elle qui m'a accompagné. Elle m'a dit, écoute, viens, on part au casting et tout. Elle m'a même rappelé, viens, on part au casting et tout. Et elle est décédée il y a pas très longtemps. Il va faire une année maintenant qu'elle n'est plus. Euh, ça m'a énormément touché. Je faillis appeler Kakel et leur dire que, écoutez, on va annuler Ipouchou et tout, l'année dernière. Mais elle m'a dit, je me rappelle de ce qu'elle disait toujours, c'est il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer. Parce il faut se rappeler qu'elle avait perdu son père, mais ça a été dur de s'y remettre. Mais elle s'est vite remise et elle a avancé. Je me suis dit, elle me dirait la même chose maintenant. Ouais. Et je pense que je me bats aussi pour ça. Je pense que dans ce que je fais, si un jour ça arrive de devenir famous, vraiment, 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 ça va, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup m'aider de penser à elle, de lui rendre Hommage. hommage et tout, ce côté-là aussi. Ça, c'est un aspect de toi vulnérable. Oui, peut-être, mais aussi, si j'essaie d'avancer, j'essaie d'aller dans son esprit. Son esprit de, il faut toujours avancer, peu importe ce qui nous arrive. Quelque Et chose peut nous... j'imagine que pour quelqu'un qui veut toujours avancer, peu importe ce qui arrive, tu as des limites que tu t'imposes aussi à un moment donné. Ben si, il faut toujours pas montrer sa vulnérabilité, ça aussi, Pourquoi ne pas montrer je sa pense. vulnérabilité? Non, il faut, écoute, d'une manière ou d'une autre par rapport au public, écoute. Tu as, je prends un exemple très clair. Récemment, Edgar Yves, un humoriste français, peut-être que tu connais, pour ça que sur les stand-up, ils vont le reconnaître, il a perdu son père. Il perd son père et tout, mais il monte sur scène, il fait de blagues, ça rigole et tout. Il dit ce que je viens de te dire là tout de suite, c'est... Marc Aurèle disait, si tu veux te plaindre, plains-toi entre 10h et 11h. Le reste de la journée, travaille. Tu imagines que si je monte sur scène, moi je respecte beaucoup mon ami. Tu sais, si la chose à faire, ça allait être d'annuler les spectacles. Mais elle-même, dans sa philosophie, elle ne m'aurait pas dû d'annuler les spectacles. Elle m'aurait dit, écoute, va, monte sur scène, fais rire les gens, et après, reviens et tout ça, on va faire les deux tranquilles et tout. Tu vois un peu. Mais j'ai du mal même à parler d'elle parce que c'était quelqu'un pour qui avec qui on était très très proches. Quand j'ai eu des problèmes à l'école secondaire, elle a été là. Pour moi, j'ai eu beaucoup de problèmes à une époque, en 2016-17. Beaucoup de problèmes. Et là, elle a été là. Elle m'a compris, elle m'a accompagné, un peu comme une coach de développement personnel. Ok. Et c'est bizarre de parler d'elle au passé. En tout cas, je suis désolée. Je sens que cette perte t'a touchée. Ah ouais, ça m'a touché, surtout que c'était une mort soudaine comme ça. Tu entends quelqu'un, il n'a pas tombé malade, accident, il est parti. Bon. C'est des choses qui arrivent. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne voudrais plus faire dans ton art? Ce que je ne voudrais plus faire dans mon art? Avec les temps, tu t'es dit, plus tard, je ne voudrais plus faire ça. Je ne sais pas, hein, mais pour l'instant, je suis dans l'optique, je sais que l'homme évolue. C'est tout ce que je sais, hein, je sais que l'homme évolue avec les temps. Il y a des choses que tu laisses, que tu le veuilles ou pas. Tu t'es dit, écoute, ça, c'est révolu, je ne peux plus le faire. J'avance. C'est toujours comme ça, je pense, dans le processus humain. Et quand tu crées, tu es très souvent Hippolyte Bakary ou bien tu es Hippolyte Chou ou Chou Hippolyte, je ne sais pas. Oui, Hippochou et tout. Quand tu crées, c'est plus Hippolyte Bakary ou bien c'est Hippochou? J'arrive pas à délier. Surtout dans le processus de création. Si, dans le processus de création, je suis moi, je suis dans ma peau d'artiste et tout. Mais j'arrive pas aussi à délier les deux côtés, tu sais, artiste ou humain et tout. Parce que ce que je dis sur scène, c'est ce qui me tient à cœur, moi. Donc, quand je monte sur scène, je suis vraiment moi, de la vie de tous les jours, de quelqu'un qui est frustré, par exemple, quand je pense en cours de route, quelqu'un tabasse quelqu'un parce que, par exemple, il a juste traversé la route et tu le gifles. Ouais. Si cette situation me touche moi en tant qu'humain, bah, j'écris parce que c'est ça aussi les stand-up, c'est que les gens oublient que les stand-up, beaucoup de stand-uppers, ils disent la vérité sur scène. Je suis pas vraiment d'accord et j'ai rejoint l'idée que disait un ami humoriste qui s'appelle Al Phénoménal du Togo et on en a parlé d'ailleurs plusieurs fois avec lui. Je suis pas d'accord avec l'idée de ces gens qui disent que non, un humoriste il monte sur scène, il vient vous mentir et tout. Loin de là. Quand on vient sur scène, on vient raconter les faits.
On rapporte les faits, on rapporte les idées, Ouais. notre vision du monde. C'est ça un stand-upper. Peut-être même un vécu. Ouais, des fois des vécus qui sont vrais d'ailleurs. Mhm. On essaie juste de rendre ça drôle d'une manière ou d'une autre, mais c'est vrai d'abord. C'est ça. Quand c'est pas honnête, c'est pas crédible, le public le voit. Le public, il les voit. C'est pour ça aujourd'hui, si tu vois bien, le blague des Europe Afrique, ça ne marche presque plus. Parce qu'on sait que ce n'est pas vrai, tu n'as jamais été en Europe. Mais si aujourd'hui je partais en Europe et que je revenais, que je vous dise, écoute, en Europe, quand j'arrive, et ça sera plus crédible parce que j'aurai des idées de choses que j'ai vues. Ouais, ouais. Je peux te dire, écoute, j'ai été là-bas, c'est comme ci, c'est comme cela. C'est pour ça aujourd'hui, si tu suis plus mes sketchs, tu ne vas pas entendre des trucs de en Europe, ils font ceci, en Afrique, ils font ceci, en Europe, ils font ceci. C'est dépassé, ça. C'est plus trop dans le monde actuel. Le mariage en Europe, il y a 50 personnes. Qui t'a dit ça? Tu n'as jamais été là-bas. Alors, Ipochou, selon toi, avec tes quelques années dans le métier, qu'est-ce qui te rend le plus heureux quand tu fais du stand-up ou quand tu fais ton métier? Qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Mais être sur scène déjà. Ok. D'abord, ce qui me rend plus heureux, c'est quand je l'exerce. Quand je l'exerce, que je suis le plus heureux. Être sur scène, cette sensation avec le public, cette chaleur-là, ces moments où ça rigole, ça interagit. Il n'y a pas de plus beau que ça. Mais on n'aime pas les bides. Si, on n'aime pas les bides, certes, mais c'est un processus aussi pour te remettre les pieds sur terre, comme je l'ai dit. Ah, ok, ok. Si, quand Ok. tu es trop confiant, des fois, le bide, c'est bien. Ça te Ça remet un peu le pied sur terre. Tu te dis, Ça t'a fait redescendre de quelques mais étages ouais, quand même. ouais, tu te dis, mais en fait, je suis pas assez doué comme je le croyais. Ok. Il faut vraiment que je travaille. Je suis pas un génie. Je dois encore retravailler et tout et tout. Si on devait te demander là maintenant, les Hippolytes qu'on a connus, les personnes qui t'ont connu quand tu étais encore trop jeune, ou bien par exemple, on ne va pas parler des personnes qui t'ont connu, mais on va parler de Hippolyte qui était encore jeune et Hippolyte de maintenant. Qu'est-ce que tu dirais à l'Hippolyte qui était encore enfant? Si tu devais le voir maintenant que tu lui parlais. Bah, je pense que je lui aurais... Je sais pas ce que je dirais à moi des plus... Comme je l'ai dit encore, moi, ma vie, c'est un enchaînement logique. Pour arriver là où je suis aujourd'hui, c'est plus un enchaînement logique. Mais si je pouvais lui dire 2 mots ou 3 mots, je sais pas quoi, je lui dirais de courage, jeune homme, avance et sois confiant parce que la vie, La vie, c'est pas cadeau. c'est pas toujours ce qu'on pense, hein. Ouais. C'est savoir s'élever et aller se battre et savoir se faire une place. Ouais, important ça, savoir se faire une place. Je pense que tu as un spectacle quand même de prévu. Bah si, j'ai un spectacle très bientôt, le 7 juin, à Buja Santabou, Burundi, Bujumbura. On doit s'attendre à quoi? C'est Hippouchou. Hipochou. Oh Seigneur, ça me fait rire à chaque fois que tu dis ça. Nous, écoute, c'est le titre du spectacle, hein, et je pense que c'est de là que beaucoup de gens aussi, le nom a été popularisé. C'est le titre du spectacle, Hippouchou. Depuis 2022, je le joue. Je l'ai joué en 2022, 2023, 2024, 2025. Mais attention, en 2022, je suis monté sur scène, j'avais 2 ans de carrière. Tu connais encore néophyte, des blagues terre à terre, tu viens, tu fais un peu quelques blagues. Plus j'évolue, tu sens que l'humour évolue, les styles évoluent et tout. Et les spectacles aussi a évolué. Ouais. Je l'ai joué l'année dernière à l'Institut français, double standing ovation, quoi de mieux. Je te dis que le spectacle a tellement évolué et à Buja Santabou, ça sera un autre niveau de ces spectacles. Je crois que nous sommes dans les dernières dates, nous sommes en train de faire les dernières dates avant d'offrir de nouveaux spectacles aux gens parce qu'il y en a déjà. Ok. Bah si, donc le 7 juin, Buja Santabou, 5 000 francs d'entrée d'ailleurs. Ah, ok. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, le 7 juin, Bah, il y a combien de dates de prévues pour le spectacle? Il y a qu'un seul ou combien? jusqu'ici, on a une seule date de prévue pour ces spectacles-là parce que j'ai un ami qui doit jouer son spectacle très bientôt, Marcelin, qui va jouer son spectacle très bientôt. Donc, pour l'instant, avec Hippouchou, on garde une seule date à Buja Santabou. Ok. Peut-être une dernière sur Bujumbura, peut-être pas. Peut-être on va programmer une autre qui sera peut-être là. Parce que là, on est vraiment dans les dernières parce qu'il faut sortir un nouveau spectacle. Avec la maison de production, on s'est dit ça. On fait des dernières de Hippouchou. Si on doit le jouer, pas sur Bujumbura. Si on doit le jouer, ça doit être maintenant en dehors de frontières et tout, voir jusqu'où ça va Ok. aller.
D'accord. Nous sommes presque à la fin de ce podcast. J'ai une dernière question à te poser. Vas-y, fais-toi Qu'est-ce plaisir. que tu aimerais laisser comme héritage plus tard? Héritage, écoute, moi déjà, Par rapport à ton art, quel héritage par que rapport à tu- mon art, Oui. j'ai une chose que je dis souvent, c'est que dans la sous-région de Grand Lac, on a les artistes grands des talents, mais pas grands des noms. Je Ok. m'explique. Ok. Il y a beaucoup d'artistes qui sont talentueux de malades. Quand tu le vois sur scène, tu dis ceux-là. Mais moi, mon plus grand combat, c'est qu'on ait des artistes grands des noms aussi. Ok. Des artistes qui vont être de superstars. Des artistes que quand ils vont dire, écoute, on prend cet artiste-là, on l'amène en Côte d'Ivoire, on l'amène au Gabon, la foule va s'empresser pour payer les tickets. Et c'est ça que je m'aimerais faire, moi. Je m'aimerais que cette nouvelle génération-là de la sous-région de Grands Lacs, que ce soit au Congo, au Burundi, tout ça, cette région des Grands Lacs-là, que l'on ait des artistes grands des talents et grands des noms. D'accord. Je pense que c'est possible. C'est faisable. Si c'est faisable. Et avec ça, je pense qu'on aurait laissé quelque chose sur laquelle la jeune génération pourra s'accrocher. Et surtout les stand-up. Je parle plus dans l'art du stand-up. Parce que les stand-up, il n'est pas encore vraiment, vraiment consommé à sa juste valeur. Ok. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Un dernier mot. Ben les gars, kiffer la vie, c'est la moindre des choses à faire. Faites ce que vous avez envie de faire et que personne ne vous l'interdise. Après, on se retrouve le 7 juin. Bien sûr, le 7 juin à Boudia Sans Tabou, à partir des 18h30, si je ne me trompe. À partir des 18h30. Et voilà, ça va être bien, ça va être une grosse fête de l'humour. Une autre chose, peut-être pour la dernière, abonnez-vous. C'est ça. Mettez des commentaires. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin, écrivez banane. Voilà. Merci beaucoup. On se dit à la prochaine épisode. Le livre parle de la maladie, mais tu peux le diriger vers un autre défi, n'importe lequel, défi de vie. Donc, une personne qui traverse quelque chose de difficile, tu dois avoir une personne de confiance qui va t'aider, qui va te prendre la main et t'aider à avancer. Tu